Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence de l'après-midi de ce deuxième jour du SSQ 7. Aujourd'hui, on va parler des erreurs UX UI qui pénalisent votre site. Donc pour voilà, parler de ces erreurs et comment justement on les évite, on a le plaisir d'accueillir Fanny de Content Square. Bonjour Fanny. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Bah oui, tout à fait. Donc, je suis Fanny, je suis la directrice du design chez Content Square depuis 11 ans et je gère le studio créatif avec nos UX designers, nos brand designers et nos motion designers à travers le monde. Ok. Eh bien, je pense que là, tu as beaucoup de choses à nous parler, à nous présenter sur l'UX. Tu m'as dit que c'est ton sujet de prédilection. Donc voilà, je suis très curieux. Je vais te laisser la scène et je reviens à la fin pour les questions. Bonne conférence à tous. Super, à tout à l'heure. À toutes. C'est parti. Alors, ça c'est moi, comme je vous disais, chez Content Square depuis 11 ans. Et donc aujourd'hui, je vous propose au sommaire de vous en dire plus déjà sur la solution Content Square, de vous expliquer pourquoi l'UX design est essentiel et pourquoi ne plus l'oublier dans vos refontes et dans vos optimisations digitales avec la preuve en chiffres grâce à notre benchmark. Et ensuite, on va passer dans une partie vraiment de tips et de cas concrets que vous pourrez facilement actionner par la suite, avec notamment les 5 frustrations courantes que rencontrent vos visiteurs et comment justement y pallier. Quelques cas concrets qui vont vous aider à booster votre conversion et les 4 piliers pour optimiser vos points d'entrée. Vous voyez pas le diaporama en grand? Dites-moi si ça... Ok, ça marche. Alors, commençons par Content Square. Qui sommes-nous? Notre mission est simple, c'est d'aider les entreprises de toute taille et de tout secteur à créer un monde digital plus humain. Alors, Content Square, c'est une plateforme de Digital Experience Analytics qui va analyser des datas comportementales qui sont basées sur les intentions, les émotions et les sentiments de vos utilisateurs pour en tirer des recommandations à chaque étape de leur parcours en ligne, aussi bien sur web, sur mobile et sur apps. Vous avez quelques-uns de nos clients ici sur cette slide. Et donc voilà, grâce à notre solution, vous allez pouvoir comprendre étape par étape de parcours et au sein même des pages, au sein même des champs d'un formulaire, quelles sont les frustrations et comment optimiser vos interfaces. L'histoire Content Square, comme je vous disais, j'ai eu la chance de pouvoir la vivre dès le début, dès la création en 2012. Quelques dates clés que je voulais vous partager cet après-midi. Donc, comme vous le voyez, on a ouvert assez vite des bureaux à travers l'Europe et à travers le monde. Une première acquisition très importante pour nous en 2019, l'acquisition de Clicktail dans le domaine de l'analytics, et où nous avons rejoint cette même année les Next 40. Puis une autre acquisition, une double acquisition même en 2020 pour renforcer la web performance et l'accessibilité digitale chez Content Square avec Airboost et Adapt My Web. En 2021, nous avons lancé la Content Square Foundation qui est justement dédiée à l'accessibilité digitale et nous avons fait l'acquisition d'Ojar dans l'expérience analytics et Upstride dans l'intelligence artificielle. Et voilà, nous allons continuer notre croissance pour atteindre 1500 employés en 2022 et nous sommes devenus cette même année une société à mission. Et voilà encore de belles récompenses en 2023 et plein de belles choses à vous annoncer dans les années à venir, j'en suis sûre. Alors, je vous disais, Content Square gère de la data au quotidien, mais voilà quelques données pour vous en dire plus sur la société. Aujourd'hui, c'est plus de 1850 collaborateurs dans 16 bureaux. Content Square, c'est plus de 1300 clients à travers le monde, plus de 100 brevets déposés et un score NPS de 58 et des milliards de comportements analysés. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous parce que vraiment c'est important de mettre en place des stratégies du UX design dans vos refontes, dans vos optimisations. Donc pourquoi? Finalement, cette UX design est essentielle et j'ai envie de commencer par le concept indispensable pour l'UX design, c'est l'empathie. Si vous devez retenir peut-être qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Vos utilisateurs sont bien plus que des données. Vous devez les comprendre pour améliorer vos interfaces et vos parcours et en faire quelque chose d'unique et qui va bien sûr convertir aussi bien pour vous que pour vos utilisateurs. Alors, cette donnée d'empathie, elle va reposer sur 5 piliers
5 domaines dans lesquels vous allez devoir vous questionner afin d'optimiser vos parcours. Le premier, c'est le contexte. Vos utilisateurs, vos visiteurs, vos prospects, dans quel contexte évoluent-ils? Et potentiellement, à quelle nouvelle situation, quels nouveaux environnements peuvent-ils être confrontés? Le deuxième point, ça va être les besoins. Quels sont leurs besoins et comment ces besoins ont-ils pu potentiellement évoluer depuis la dernière visite? Le troisième aspect va être sur le comportement. Quel est le comportement de vos utilisateurs aujourd'hui? Comment ce comportement a-t-il pu changer? Les problèmes. Font-ils face à des nouveaux problèmes? A-t-on toujours des problèmes existants? Et ces problèmes sont-ils temporaires ou sont-ils durables? Et enfin, les valeurs. Vous devez connaître les valeurs de vos visiteurs et de vos clients et comment potentiellement ces valeurs ont pu être influencées. Donc voilà, c'est en se basant sur toutes ces informations que vous allez pouvoir avoir une meilleure compréhension de vos utilisateurs et donc ensuite leur proposer des interfaces qui répondent à leurs besoins. Donc cette donnée d'empathie, bien entendu, elle est valable pour vos utilisateurs, mais elle est aussi valable pour vous en tant qu'entreprise, pour bien comprendre votre entreprise, tout comme un utilisateur. Donc il est important de mettre sur papier même quels sont vos problèmes actuels, quelles sont les nouvelles réalités de marché auxquelles votre entreprise fait face. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vos objectifs ont changé et est-ce qu'ils sont sur un court ou long terme? Et la stratégie de votre entreprise, est-ce que des problèmes ont affecté cette stratégie sur le long terme? Donc c'est vraiment avec cette connaissance aussi bien de vos utilisateurs que de votre business que vous allez pouvoir prendre les meilleures décisions. Si on fait un petit zoom, côté SEO, bien entendu, SEO et UX vont de pair, je ne vous l'apprends pas, il est important de se poser les bonnes questions. Si on reprend les piliers du SEO, la notoriété, le contenu, la technique, aujourd'hui on va surtout parler côté technique et contenu. Qu'est-ce qu'il est important de bien travailler des deux côtés? Donc tout d'abord sur la partie technique, on va avoir la web perf. Votre site est-il rapide à charger et facile à naviguer? Bien sûr, cela va avoir des impacts aussi bien sur le SEO que sur l'UX et c'est vos choix UX qui vont pouvoir aussi influencer cela. Pareil sur le mobile friendly, votre site est-il rapide, sécurisé, adapté au mobile? Pensez lorsque vous faites vos choix UX à cet aspect. Et enfin sur la partie contenu, notamment pour les landing pages, avez-vous un contenu de qualité qui engage les utilisateurs, qui les encourage à rester sur votre site web? Toutes ces décisions du UX design vont avoir un impact direct et tangible sur le SEO. Donc, ne les négligez pas. Donc, revenons sur cette notion d'empathie. L'idée, c'est vraiment, comme on le disait, d'équilibrer les besoins entre les besoins de vos utilisateurs et vos besoins business. Concernant les utilisateurs, n'oubliez jamais que vos utilisateurs cherchent une réponse, cherchent à atteindre un objectif en se rendant sur votre site ou votre application. Ils ont besoin d'informations avant d'acheter ou de souscrire. Vous ne pourrez jamais les convaincre d'utiliser votre service s'ils n'ont pas trouvé toutes les informations dont ils avaient besoin. Et quelque chose qu'on oublie souvent, vos utilisateurs ont besoin de comparer les services, les produits avant de s'engager. Ne les empêchez pas de pouvoir faire ceci. Et sur le plan de l'entreprise, vous allez pouvoir chercher comment augmenter vos ventes, votre panier moyen. C'est normal. Et vos optimisations vont aller dans ce sens sur votre site ou sur votre application. Pour le business également, vous allez souhaiter récolter des informations sur l'utilisateur rapidement et pour un bon usage. Et enfin, vous allez vouloir communiquer sur vos nouveaux produits, fonctionnalités et services. Et donc voilà, c'est finalement comment trouver la balance parfaite entre les besoins de chacun pour définir la meilleure UX de votre site ou de votre application. Et finalement, pourquoi l'UX est si important et pourquoi un process UX doit être vraiment bien pensé dès le début? Tout simplement, plus vous attendez et plus les changements seront longs et difficiles à mettre en place. Vous le voyez sur ce graphique, le nombre de designs alternatifs va forcément chuter drastiquement entre la phase de définition des besoins et le lancement de votre nouveau site ou nouvelle application. Pour autant, les coûts d'un changement d'avis vont être exponentiels, mais dans l'autre sens, malheureusement. Il est donc opportun de passer du temps sur la partie de définition des besoins, recherche, conception, vraiment pour être sûr que ce que vous allez implémenter est optimal, prend bien en compte cette dimension d'empathie dont on vient de parler et allie à la fois la résolution des besoins de votre utilisateur et vos besoins en tant qu'entreprise.
Des chiffres sur l'UX à regarder en tête. Un premier sondage qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Je pense qu'il va s'afficher directement. Voilà. Combien de temps, selon vous, passent les développeurs à retravailler les projets ou à corriger des erreurs qui auraient pu être évitées avec un process d'UX design clair? Est-ce qu'on parle de 30%, 50% ou 90% du temps qui est passé à retravailler les projets? Hop, je pense que vous avez tous eu le temps de répondre. Découvrons la réponse. Eh bien, c'est 50%. Les développeurs passent 50% de leur temps à retravailler les projets, à corriger des erreurs qui auraient pu être évitées avec un process du UX design clair. Je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est un peu triste de se dire que c'est du temps qu'on ne passe pas à innover ou à améliorer des pages, puisque c'est des erreurs qu'on aurait pu éviter. Donc, c'est selon une étude d'IBM. Les défauts de code sont 30 fois plus coûteux en plus à corriger que l'utilisation de la bonne information au départ. Donc, pensez vraiment à optimiser cela avant la phase d'implémentation. Un deuxième chiffre que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que 85% des problèmes d'utilisation peuvent être détectés en observant seulement 5 utilisateurs. Je suis sûre que vous le faites aujourd'hui ou que vous avez prévu de le faire, d'ajouter dans votre période d'user research des tests utilisateurs. Et ben, sachez qu'avec seulement 5 utilisateurs, vous allez déjà pouvoir détecter près de 85% des problèmes d'utilisation. Donc, ne négligez vraiment pas cette étape. Donc voilà, je vous ai présenté quelques grands concepts du UX qui vont déjà pouvoir vous guider dans vos prochains projets et vous amener à réfléchir sur comment bien optimiser vos maquettes et votre étape de conception avant l'implémentation. Et donc, pour revenir aux frustrations des utilisateurs, comment pouvoir les solutionner avec l'UX design, je voulais vous partager aujourd'hui quelques chiffres avec notre Digital Benchmark Report. Alors, qu'est-ce que ce Benchmark Report? C'est 35 milliards de sessions qui sont analysées, dont 160 milliards de pages vues, plus d'1 milliard de conversions sur environ 3000 sites à travers le monde, sur 9 industries. Donc, notre période d'analyse pour le dernier est du dernier trimestre 2021 au dernier trimestre 2022, donc environ 15 mois d'activité qui est analysée. Et donc, c'est très important pour nous de vous communiquer chaque année et en début d'année toutes ces données pour vous permettre de mieux vous situer par rapport à votre secteur d'activité. Et donc, dans cette édition 2023, on a 4 grands insights que je voulais vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est qu'une visite sur 3 génère de la frustration. C'est vraiment énorme. Et cette frustration, elle va se traduire comment? Ça va être par exemple des temps de chargement trop longs, ça va être des erreurs de clic, ça va être beaucoup de scroll nécessaires. Et vous pouvez définitivement éliminer ces points de friction. En les identifiant rapidement, vous allez pouvoir réduire cette frustration et donc augmenter vos conversions et bien sûr améliorer votre UX sur vos parcours. Le deuxième point, c'est qu'une forte activité génère des taux de rebond 20% plus faibles et des taux de conversion 19% plus élevés. Donc cette forte activité, on va parler de mouvements de souris, de clics. Et donc le plus vous allez pouvoir donner un accès simple et rapide à tous vos contenus les plus importants, aussi bien en termes de contenu que de chiffre d'affaires, le plus vous allez pouvoir optimiser chaque visite. La troisième information que je voulais vous partager, c'est que les pages qui se chargent en moins d'une seconde voient plus de 25% de taux de conversion. Ça peut paraître une petite différence de passer de moins d'une seconde à 2 secondes, mais vous voyez une différence incroyable de taux de conversion. Donc vraiment, misez sur la rapidité et l'efficacité pour 2024. Et enfin, aujourd'hui, 71% du trafic est mobile, mais seuls 2% de ces sessions convertissent. Il est donc essentiel aujourd'hui, plus que jamais, d'adapter son design
pour favoriser la conversion sur ce device. Voici un exemple de données que l'on partage dans notre Digital Experience Benchmark, c'est le temps par session, par device et par secteur. Donc, vous allez pouvoir voir ici, entre 2021 et 2022, sur desktop et sur mobile, quel est le temps moyen par session selon votre secteur d'activité. Et ce qu'on a observé, justement, dans cette dernière édition, c'est que le temps passé diminue globalement sur desktop et mobile. Et du coup, selon vous, ce temps passé a chuté de combien sur desktop? On va voir le petit sondage. Est-ce qu'on parle de 50%, de 9% ou de 37%? La réponse, c'est qu'aujourd'hui, le temps passé a chuté de manière spectaculaire de moins 9% sur mobile et de moins 5,4% sur desktop. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est que finalement, aujourd'hui, vous avez moins de temps pour convaincre vos visiteurs, vos clients, vos utilisateurs. Et ça peut être vraiment crucial dans l'optimisation de vos parcours. Dites-vous qu'aujourd'hui, vos utilisateurs ne vont pas accorder le même temps qu'ils accordaient il y a encore un an à la prospection sur votre site web. Vous avez moins de temps pour convaincre, moins de pages pour leur proposer du contenu. À vous donc de faire les bons choix, de bien hiérarchiser votre contenu et de leur donner accès à ce qu'ils cherchent le plus simplement possible. Passons maintenant à la partie vraiment cas concret, tips que vous allez pouvoir peut-être, pourquoi pas, appliquer dès cet après-midi. Les frustrations courantes que rencontrent vos utilisateurs. On va en parler que de 5 cet après-midi et surtout comment y remédier. Le premier, ça va être de combattre ce qu'on appelle la scrolling fatigue. Bien, on peut se mettre dans la peau de n'importe qui. Et pourquoi pas vous? Aujourd'hui, vous avez déjà, pour le travail, pour les loisirs, peut-être même pour faire vos courses sur la pause déjeuner tout à l'heure, vous avez dû scroller des pages et des pages pour trouver les différents produits que vous souhaitiez, les informations que vous vouliez lire. Et tout ça, c'est long. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne trouvent pas toujours ce qu'ils recherchent rapidement. Et donc, ils vont devoir scroller, scroller, scroller. Et ce comportement, et c'est quelque chose qu'on peut améliorer très facilement aujourd'hui en optimisant les hauts de page. Dites-vous que votre utilisateur va de plus en plus ne pas avoir envie de découvrir des pages à rallonge, puisqu'il a aussi à disponibilité un moteur de recherche, des entrées de catégories, un menu bien pensé. Si vous voulez donc qu'il parcourt le contenu de vos pages, à vous de les optimiser pour que le contenu soit le plus pertinent, notamment en haut de page, et qu'ils incitent au clic et au scroll. La deuxième frustration, c'est le manque d'organisation de l'information. Il est aujourd'hui indispensable de proposer la bonne information et la bonne quantité d'informations à votre visiteur ou à votre client tout au long du parcours. Un des sujets récurrents que l'on a avec nos clients chez Content Square, c'est la mise en avant de tous les éléments de réassurance. Rassurer sur un paiement, rassurer sur des modes de livraison, rassurer sur la sécurité des données. Tout cela se fait de manière assez classique dans un parcours d'achat ou un tunnel de conversion. Et vous allez devoir leur fournir tous ces éléments de réassurance en un minimum de place. Donc, n'oubliez jamais qu'ils vont être friands de plus d'informations sur tous ces détails. Et donc, proposez-leur via des pop-ins, des menus déroulants, des infobulles, plus de contenu qui vont pouvoir leur permettre de répondre à toutes leurs questions et leur permettre d'aboutir sur leur parcours. Troisième frustration, c'est le permettre de contrôler la lecture. Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, les pages ont tendance à être à rallonge. Les réseaux sociaux sont aussi des longues pages sur lesquelles on scrolle. Ça peut, comme on le disait sur la scrolling fatigue, entraîner une certaine lassitude. Et aussi, on peut manquer de repères si on doit changer
entre les différents onglets sur lesquels on doit travailler ou prospecter, le plus vous allez pouvoir permettre à vos utilisateurs de contrôler leur lecture, d'avoir un guide des différentes parties ou onglets qu'ils ont déjà parcourus ou qu'il leur reste à parcourir, va vous permettre de les encourager et de les guider dans la consommation de votre contenu. Le plus vous allez pouvoir garder cet élément statique au scroll, quelle que soit la forme, le plus vous allez pouvoir leur garantir ce guide de manière statique pour toute la consommation de votre contenu. Autre frustration, c'est le manque de projection. Lorsque l'on voit un produit aujourd'hui sur un site internet, on peut avoir du mal à se rendre compte de sa vraie couleur, de sa vraie texture, de sa vraie taille. Donc, le plus vous allez pouvoir répondre à ce problème aujourd'hui du digital. En magasin, je peux toucher un produit, je peux l'ouvrir, je peux l'essayer. En ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pensez à donner vie à vos produits pour pallier cette frustration. Une bonne photo ne suffit plus aujourd'hui. Vos utilisateurs vont avoir besoin de voir votre produit en action. Donc, favorisez par exemple les contenus vidéo, les contenus sociaux. Et sachez qu'un manque de contexte peut définitivement résulter en un manque de confiance pour votre produit et votre marque. 5e frustration, les questions de vos visiteurs. On aura toujours une question, un doute lorsque l'on passe un achat et on aura besoin de se rassurer. Aujourd'hui, une valeur sûre pour mener son achat à bien, c'est de consulter les avis clients. C'est aujourd'hui une des zones les plus cliquées, les plus consommées sur les pages produits. Comment bien valoriser cet accès aux avis clients? Vous le savez aujourd'hui, dans le haut de page, avec un système d'étoiles, d'encre, d'hyperliens, vous allez pouvoir favoriser la consommation de ce contenu. Et vous allez pouvoir, à travers ces avis clients, pourquoi pas aussi pousser des photos de mise en situation du produit. Vous allez pouvoir avoir des longs ou courts feedbacks de vos clients qui ont utilisé le produit et qui en sont, j'espère, satisfaits. Et donc, surtout, ne laissez jamais une question d'un visiteur non répondue. Ça peut stopper son achat. Donc, voilà, 5 frustrations auxquelles vous avez déjà quelques solutions qui s'offrent à vous. Et n'oubliez jamais que ces solutions de design, elles s'appliquent définitivement d'un secteur à l'autre. Pas parce qu'aujourd'hui, je vous ai présenté des exemples dans des secteurs bien précis que vous ne pouvez pas le transposer finalement à votre secteur d'activité. Et mon conseil pour vous, c'est ne copiez pas la concurrence. Pas parce que votre concurrent vient de lancer un nouveau module ou une nouvelle feature qui vous paraît bien, finalement, vous n'avez pas forcément le retour d'expérience encore, vous n'avez pas sa donnée. Préférez toujours l'innovation. Et surtout, tester et tester. Enchaînons maintenant avec quelques cas concrets qui vont vous aider à booster vos conversions. Et j'avais choisi aujourd'hui de parler notamment de tout ce qui va être call to action et formulaire. Commençons par les CTA. Pour vos landings, vos homepages, pensez toujours à bien distinguer le CTA principal de la page. Aussi bien par un choix couleur, un wording pertinent et une forme clairement identifiable. Aussi, si vous devez répéter votre call to action principal, assurez-vous qu'ils sont stylisés de manière cohérente, aussi bien au niveau de la couleur, de la forme, mais aussi du wording. Il est très important, lorsque vous mettez en place des différents call to action, d'utiliser un texte spécifique pour ces boutons, puisque le but est d'aider les utilisateurs à comprendre où va les mener cette action. Évitez donc toutes les formulations génériques. Je pense que la pire pour moi à ce jour, ça reste le « en savoir plus », qui finalement ne donne pas d'informations additionnelles sur le contenu que l'on va découvrir derrière ce bouton. Il est important aussi de garder en tête de différencier vos call to action par priorité. C'est normal, sur une page, vous allez avoir différents objectifs, mais vous allez forcément avoir des priorités sur ces objectifs. Donc, associez toujours votre objectif principal à votre call to action principal, qui doit être celui qui ressort le plus sur votre page. Vous pouvez tout à fait y associer un objectif secondaire avec un CTA, avec un traitement un petit peu moins visible, un petit peu moins proéminent. Ça peut être un système de lien, ou ça peut être un bouton linéaire.
Ou vous pouvez également avoir un système de couleurs qui fait comprendre que tous les boutons d'interaction principale sur mon interface font partie forcément de ma charte graphique, mais sont par exemple de la couleur de mon logo, et tous les boutons d'action secondaire qui vont être liés peut-être plus à du support ou du contact vont avoir une forme et une couleur différente, plus secondaire dans ma charte graphique. On le voit souvent sur les landing pages, comme on le disait, vous allez avoir ces actions primaires et ces secondaires. Pensez toujours que vos utilisateurs, toujours avec cette dimension d'empathie, ne sont pas tous convaincus de la même façon de votre service ou de votre produit. C'est peut-être pas la première fois qu'ils viennent pour certains d'entre eux. Pour d'autres, c'est la première fois, ils vous découvrent. Donc, ils vont avoir un niveau d'engagement par rapport à votre marque, à votre produit qui sont complètement différents. Par exemple, ce qui est intéressant sur Stripe, c'est qu'ils avaient anticipé cela avec 2 entrées, le Start Now et le Contact Sales. 2 approches différentes. Je suis déjà convaincue, je veux découvrir le produit, je prends la première entrée et finalement, je suis plus dans le doute, j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de me renseigner avant de prendre ma décision. Je contacte un commercial. Aucun problème à placer ces 2 entrées à proximité, du moment qu'elles sont traitées graphiquement de manière un petit peu différente pour qu'on comprenne qu'elles ne vont pas mener au même endroit et elles vont répondre à 2 besoins différents, mais qui sont pourtant 2 besoins potentiels de vos utilisateurs. Si on passe maintenant au formulaire, vous avez forcément un formulaire sur votre site ou votre application et on le sait, ce sont des composants, des modules qui créent souvent des frustrations. Ma recommandation pour les formulaires, notamment sur des landing pages, ça va être de les ouvrir dans des nouveaux onglets, dans des pop-up, afin de permettre à votre utilisateur de se concentrer sur l'action que vous lui demandez de faire. Il vient potentiellement de parcourir plusieurs sites, de consommer des tonnes de contenu avant. Il est décidé à passer à l'action. Pour autant, vous voulez qu'il se concentre maintenant pour vous donner les quelques informations dont vous avez besoin pour poursuivre ce parcours. Donc, le plus vous allez pouvoir, entre guillemets, isoler son action, soit dans une nouvelle page, soit dans une pop-in ou pop-up, vous allez pouvoir lui permettre de se concentrer sur une seule action à effectuer avec notamment un background un petit peu contrasté sur le fond de votre page qui va flouter pour quelques instants le contexte dans lequel il est et l'aider à se concentrer sur cette mission. Les formulaires, souvent, on va avoir la même frustration qui revient, c'est des champs non remplis ou mal remplis. N'oubliez jamais que votre utilisateur ne peut pas savoir pour vous quels sont les champs dans lesquels vous avez absolument besoin et quels sont lesquels vous aimeriez avoir l'information, mais ce n'est pas obligatoire. Pensez toujours à demander un minimum d'informations. Vous aimeriez, dans un monde idéal, pouvoir récolter un maximum d'informations personnelles pour pouvoir mener à bien votre business. Néanmoins, en optimisant un nombre minimal d'informations que vous lui demandez, vous maximisez vos chances pour lui de compléter ce formulaire et donc d'augmenter votre conversion. Veillez, bien entendu, à ce que les champs qui sont obligatoires pour vous ou facultatifs soient clairement identifiés. Ça va vraiment baisser de manière drastique les erreurs de complétion de vos formulaires. Vous avez 3 exemples ici. Le premier, j'indique au-dessus de mon formulaire champ obligatoire avec une astérisque et je répète cet astérisque tout au long de mes champs obligatoires. Autre option, je pars du principe que j'indique la mention obligatoire sur les certains champs qui sont concernés, les autres non. Ou alors, dernier cas, on part du principe que tous les champs sont obligatoires, sauf ceux qui ont été labellisés optionnels. À vous de choisir en fonction de la longueur du formulaire, de votre besoin, quelle est la façon qui vous permet le mieux d'identifier vos champs obligatoires versus facultatifs, du moment que c'est limpide pour vos utilisateurs. Et donc, pensez à bien utiliser une petite légende et pas juste un système d'astérisque ou un système de couleurs qui ne serait pas clairement explicité pour vos internautes. Je suis sûre que vous avez déjà eu ce problème en remplissant un formulaire.
Les champs les plus problématiques sont toujours les mêmes. Ça va être le champ téléphone, le champ date de naissance et le champ numéro de carte bleue. Comment pouvoir pallier à ces frustrations qu'on rencontre encore et encore? Ça va être de pouvoir préformater ces différents champs et de renseigner sur le format attendu par votre site. Notamment pour le champ de téléphone, si on peut déjà préformater avec l'indicateur du pays et le nombre de caractères attendus. Pareil pour la carte bleue, si on peut aussi espacer les caractères par groupe selon les normes, ça va aider à la fois votre utilisateur à mieux remplir ce champ et à pouvoir se relire et vérifier en un clin d'œil qu'il a bien rempli et utiliser le formatage correct pour votre champ. Si vous pouvez, c'est toujours un bon élément de conversion pour les formulaires, permettre de remplir automatiquement certaines entrées comme les adresses, les pays. Grâce à une API, ça va toujours permettre aussi d'accélérer potentiellement le remplissage d'un formulaire en pré-remplissant les champs suivants grâce au premier. Autre tips que je voulais vous partager aujourd'hui pour les formulaires assez classiques, une bonne pratique qu'on voit, ça va être de désactiver le bouton principal de passage en étape suivante tant que tous les champs n'ont pas été correctement remplis. Vous allez me dire, oui, mais ça peut créer une autre frustration, pardon. On a l'impression que le bouton n'est pas cliquable, on a l'impression qu'on est bloqué dans ce parcours. Finalement, pas tant que ça. Ça va justement directement, naturellement, dire à votre visiteur, à votre prospect qu'il n'a pas complètement rempli sa mission et n'hésitez jamais à mettre au survol de cette zone une infobulle ou un message qui lui dit « Attention, il semblerait qu'une information est manquante ou erronée ». Lorsque vous allez signaler un format de champ mal rempli ou un champ vide, pensez toujours à ce que le message d'erreur apparaisse directement à proximité du champ. Ne le placez pas en haut de page ou en bas de page où votre utilisateur ne va pas forcément réussir à associer votre message d'erreur et le champ sur lequel il doit agir. Une autre bonne pratique pour les formulaires, notamment pour les formulaires en plusieurs pages ou les formulaires assez longs, ça va être d'intégrer une validation à la volée en temps réel de chaque entrée. Au fur et à mesure que je rentre mon prénom, mon nom, ma date de naissance et d'autres informations, je vais avoir une signalétique visuelle extrêmement claire qui me fait comprendre quel champ a été bien rempli ou non. Donc, c'est important de ne pas juste se baser sur la couleur pour vos utilisateurs, notamment qui peuvent avoir des déficiences visuelles. Toujours soumettre au formulaire, la couleur est un paramètre, mais aussi une icône et une information claire pour les erreurs afin de comprendre pourquoi j'ai mal rempli un champ. Il n'y a finalement rien de pire que d'avoir un champ entouré en rouge qui n'explique pas pourquoi il est mal rempli, mais plutôt un message qui me dit le format n'est pas celui attendu, voici celui qui est attendu, ce champ est obligatoire, merci de le remplir, etc. Autre chose de très important, ne négligez pas la microcopie. Tous ces petits mots qu'on va avoir notamment dans les boutons, dans les libellés de champ, des placeholders, des messages d'erreur, des infobulles, des éléments de réassurance, etc. Ça peut paraître anodin et pourtant, ça peut faire toute la différence. Et je vais vous donner un premier exemple. Chez Google, ils ont changé dans un parcours de réservation d'hôtel. On est passé de book a room à check availability. Alors vous allez me dire, bon, on est passé de réserver sa chambre à découvrir les disponibilités, pas non plus la grosse différence. Mais pour autant, toujours en revenant à cette notion d'empathie, ça fait toute la différence, puisque dans le premier exemple, on mettait déjà une certaine pression à notre visiteur, puisqu'on veut qu'il réserve une chambre. Et pour autant, lui, il n'était peut-être pas du tout prêt à réserver une chambre. Il était venu pour comparer les prix, regarder les dates de disponibilité, etc. Et donc, je voulais vous proposer un autre petit sondage sur ce thème. D'après vous, ce changement justement de passer de réserver une chambre à vérifier la disponibilité a entraîné quelle différence
de taux d'engagement. Est-ce qu'on parle de 5%, 17% ou 99%? Tadadam. Eh bien, c'est 17%. C'est pas rien. Et vous vous dites que finalement, c'est juste 3 mots qui sont devenus 2 mots et qui ont fait toute la différence en étant mieux adaptés finalement aux besoins des visiteurs de cette page. Autre exemple, un petit peu dans la même idée, sur Canva, où l'écran d'accueil comprenait le wording « Start the free tutorial », commencer le tutoriel gratuit. On peut se dire, bon, on a l'idée, je vais commencer un tuto, mais finalement c'est assez sec. Est-ce que c'est vraiment très engageant? Pas sûr. Et donc ils ont fait différents tests et ils se sont rendus compte qu'en le modifiant par Unlock my design skills, débloquer mes compétences design, ça leur a permis d'améliorer un taux de clic de 18%. Pourquoi? Parce que ça va mettre plus en avant aussi l'identité de la marque, les avantages même du service, du produit. Donc pensez à cela. Une petite modification peut faire une vraie différence et n'hésitez jamais à tester différents wordings. Eh bien, je crois qu'on va attaquer la dernière partie, les 4 piliers pour optimiser vos points d'entrée, en se concentrant principalement sur tout ce qui va être barre de navigation, barre de recherche. Mon premier conseil pour tous ces éléments, les entrées catégories, la barre de recherche, l'accès au compte, le panier, ils doivent être visibles et disponibles à tout moment. Ne les cachez pas, à l'exception du processus de paiement où là, on va vouloir concentrer, comme on disait tout à l'heure, le visiteur, le client dans son action et ne pas le déconcentrer avec des éléments secondaires ou potentiellement le relancer dans un autre parcours. Là, on veut qu'il convertisse pour son bien et pour notre business. Mais néanmoins, pour toutes les autres pages, il est important de lui faciliter la navigation. Et ce, grâce à la barre de recherche, grâce aux différentes entrées du menu et ses accès compte et panier. Donc, comme on le disait, cette barre de navigation, elle doit être facilement accessible et à tout moment. Pour ça, pensez toujours à utiliser un fond qui va être visible, contrasté par rapport au reste de votre page. On doit pouvoir y accéder à tout moment, quel que soit l'endroit où on est actuellement en train de scroller. Aussi, pour tous les sites retail et notamment ceux qui vont avoir un catalogue de produits volumineux et des longues pages, il va être important de conserver cette barre de navigation sur l'ensemble du site ou alors on va pouvoir naviguer vers d'autres pages, d'autres catégories et aussi avoir notamment les filtres et les tris qui vont rester fixes au scroll lors de la découverte de ce long catalogue. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois, si on a une barre de recherche qui prend beaucoup de place et qu'on y attache aussi le menu, les filtres, etc., notre logo, ça fait beaucoup. Et ça va prendre beaucoup de place à l'écran et potentiellement masquer l'accès à certaines catégories ou certains produits. Et bien sur cet exemple, vous avez une proposition de barre de navigation qui se réduit au scroll pour ne garder que les entrées essentielles et recentrer toutes les actions sur 2 lignes au lieu de 3. C'est peut-être la solution à votre problème. La recherche. Pareil, la recherche, pas de scoop, elle doit être facile à trouver, à utiliser, idéalement toujours fixe au scroll pour être accessible à tout moment. Et ce, pareil, sur mobile. On peut avoir tendance à se dire, sur mobile, il faut faire des compromis, je la cache dans le menu. Évitez au maximum de multiplier le nombre d'actions pour votre utilisateur pour la trouver. Ne la cachez pas. Si vous devez opter pour une icône au lieu d'une barre par manque d'espace, pensez toujours à y associer un wording, aussi bien pour l'accessibilité que pour satisfaire les questionnements que peuvent avoir vos utilisateurs sur l'utilisation de ce composant. Parlons du menu même. Il va être important pour vos sous-menus de réorganiser, ranger vos catégories par ordre de performance. Pourquoi?
parce que vos utilisateurs vont les lire dans un ordre traditionnel, donc de gauche à droite. Si vous mettez des entrées assez secondaires pour vous, pour votre business ou pour la découverte de votre catalogue en premier, ça sera les premières que votre utilisateur va voir et pourtant, ce ne sont pas forcément celles qui vous arrangent en termes de business et qui vont intéresser vos utilisateurs. Donc, trouvez toujours un bon compromis, comme on disait tout à l'heure, pour mettre en avant les entrées qui vont répondre aux besoins des utilisateurs et de votre business. Essayez au maximum d'éviter le jargon pour les entrées de menu, pour les catégories. Essayez d'utiliser des mots simples qui vont être compris par tous et non des termes que vous employez en interne. Et pensez aussi à des modèles de navigation différents où vous allez leur permettre d'explorer votre catalogue, pourquoi pas par style, par pièce, là si on est sur du mobilier, pour pouvoir aussi les guider dans leur recherche. Rendez vos menus dynamiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une grande découverte. Aujourd'hui, les visiteurs, les clients, les prospects veulent en savoir plus sur les différentes entrées, donc vont naturellement survoler vos entrées de menu. Donc, proposez-leur un contenu qui va les inciter, les engager dans la poursuite de leur navigation. Par contre, une mauvaise pratique à éviter absolument, c'est le double survol. Si vous survolez déjà une première entrée et vous devez en survoler une deuxième pour déplier un nouveau menu, vous avez de grandes chances que ça ne fonctionne pas comme prévu. Votre utilisateur ne connaît pas exactement les zones cliquables et les zones interactives de votre menu et peut potentiellement être frustré si cela ne fonctionne pas bien. Donc, privilégiez des entrées de pages catégories sur lesquelles il pourra à nouveau trier, filtrer les entrées si vous avez trop de produits à proposer en une seule page. Pour revenir sur la barre de recherche, le plus vous allez pouvoir utiliser l'autocomplétion pour guider les visiteurs dans leur navigation, le plus vous allez les satisfaire. Pourquoi? Parce que l'autocomplétion va permettre de faire des suggestions pertinentes, aussi bien pour l'utilisateur que pour vous. Comme ça, on évite un maximum de pages vides ou des résultats non pertinents et ça va vous permettre, vous aussi, de les réorienter vers les pages sur lesquelles vous avez des produits à leur proposer. Tout le monde sera gagnant comme cela et ça va vous permettre justement de pouvoir leur proposer toujours plus rapidement une solution à leur recherche. Autre bonne pratique pour les barres de recherche, lorsque je commence à entrer la recherche de produits ou de catégories ou les mots-clés que je voudrais pouvoir consulter, pensez que vos utilisateurs sont tous différents. Certains vont utiliser la barre de recherche pour chercher un produit, d'autres pour chercher une catégorie, d'autres vont taper des mots-clés parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Le plus, vous allez pouvoir leur proposer toute une palette de résultats, aussi bien des produits que des entrées catégories ou même aussi, pourquoi pas, des entrées par marque, avec des visuels ou non, tout en séparant les différentes parties de suggestions de réponses que vous leur proposez. Le plus, vous allez les guider et les réengager dans leur navigation. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce workshop. Alors, en conclusion, je voulais vous partager les points essentiels à retenir pour ravir vos utilisateurs. Le premier, gardez en tête qu'une visite sur 3 génère de la frustration. C'est énorme et ça pourrait vraiment réduire assez rapidement avec de simples ajustements. Le plus, vous allez donc pouvoir éliminer ces points de friction en les identifiant et en optimisant vos interfaces, le plus vous allez pouvoir réduire cette visite frustrée sur votre site et l'optimiser en conversion. Le deuxième point, ça va être de simplifier et faciliter vos parcours sur votre site avec une navigation toujours visible et accessible à tout moment. Votre utilisateur, votre client est venu pour effectuer un achat, pour lire un contenu, pour accéder à un service. Facilitez-lui l'accès puisque finalement, comme on disait tout à l'heure, vous avez moins de temps que l'année dernière pour le convaincre. Et enfin, chaque terme compte. Je dirais même que chaque lettre peut faire la différence. Et donc, en comprenant mieux le comportement, les sentiments de vos utilisateurs, vous allez pouvoir toujours plus adapter votre communication on-site pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et comme on l'a vu tout à l'heure,
n'hésitez jamais à faire des tests sur des wordings de titres, de catégories ou de boutons qui peuvent faire une vraie différence au niveau de la conversion. Merci à tous. Toi, Fanny. Il nous reste un petit peu de temps pour répondre aux questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. On va les prendre par ordre de vote. Alors on a des questions parfois très spécifiques, parfois plus généralistes. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors la première, c'est un exemple assez spécifique sur les abonnements à la newsletter et les pop-up qui s'affichent. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? Voilà. Alors, je pense que le plus important dans la pop-up, c'est à quel moment dans la navigation elle apparaît. Si on arrive sur le site et qu'au bout de 5 secondes, j'ai directement la pop-up qui s'affiche pour m'abonner à la newsletter, c'est définitivement trop tôt. J'ai besoin de découvrir le service, de découvrir le produit. Donc, laissez le temps à l'utilisateur de pouvoir scroller du contenu, peut-être avoir découvert déjà une deuxième page afin de lui afficher une pop-up. Après, la pop-up telle quelle, j'ai rien contre du moment qu'elle reste attractive, qu'elle prend pas tout l'écran et qu'elle est facile à masquer si on n'est pas intéressé par la proposition. Très bien, c'est une question de timing aussi alors. Ouais. J'aime beaucoup les dark patterns pour se désinscrire des newsletters du style je ne souhaite pas refuser de me désinscrire. Voilà. Question sur l'arborescence. C'est vrai qu'en SEO, on parle beaucoup d'arborescence, mais ce serait intéressant d'avoir ton point de vue UX sur les arborescences. Plutôt très complète avec plein de sous-catégories ou au contraire une arborescence plutôt light? Je pense que ça relie le point tout à l'heure sur des menus qui peuvent être très complexes. Je pense que l'arborescence en tant que telle, elle peut être avancée sans aucun problème. C'est plus comment on va pouvoir la consulter. Si pour pouvoir accéder, je sais pas, par exemple, à la page des pantalons hommes gris, je dois effectuer 12 clics, c'est là où le problème se fait. Si finalement cette page, je peux l'avoir en appliquant facilement des tris ou des filtres, je vais pouvoir solutionner le problème. Donc je dirais que idéalement, une arborescence light est toujours la bienvenue pour une bonne UX, mais néanmoins, pour des besoins, notamment retail, j'imagine, on va avoir une arborescence plus complexe. Il ne faut pas la faire apparaître dans le menu, il faut la rendre accessible via les catégories et les filtres. Ok. On a une question d'harmonie qui cherche un peu à semer la discorde entre nous, Fanny, parce qu'elle parle des conflits d'intérêts, enfin les conflits parfois entre équipe SEO et optimisation UX. Comment on gère ça? Comment on arbitre? Eh bien, justement, par la data. C'est notre combat au quotidien chez Content Square de donner à nos clients toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Je dirais que voilà, avec les différentes métriques que vous allez pouvoir mesurer, ça sera à vous finalement de décider si vous préférez favoriser l'amélioration du taux de rebond ou du taux de scroll sur une page versus le nombre de personnes qui vont pouvoir atteindre telle ou telle page. Ça sera via la data. Arbitrage via la data. Et on a une question de Guillaume qui est un peu dans cette lignée-là. Tu parlais des rich media et des contenus, voilà, une page riche avec de la vidéo, des éléments graphiques sympas, mais au risque de peut-être alourdir la page, avoir un chargement plus long, ce qui peut impacter le SEO et puis même l'UX global. Donc, comment trouver le juste milieu? Je pense qu'on est un petit peu dans la même idée. Le plus vous allez potentiellement faire appel aussi à des partenaires ou faire des intégrations pour pouvoir afficher ces différents avis, faire afficher ces vidéos. On va toujours être dans la mesure du temps de chargement. Donc, je pense que là aussi, suivre les bonnes pratiques. Quel est le temps de chargement acceptable pour ma page et peut-être que si je supprime cette vidéo, toujours pareil, arbitrage par la data,
je supprime cette vidéo, elle pouvait m'apporter peut-être potentiellement 10% d'engagement en plus, mais par contre, elle me fait perdre 10% de trafic. Bah, finalement, elle valait peut-être pas le coup. C'est vrai. Puis j'ajoute hein, peut-être que il existe aussi des techniques hein, d'un point de vue juste coding pour ajouter des éléments graphiques sans qu'ils impactent les éléments importants, affichage du texte et images qui sont jugés en priorité par Google. Ah oui, tu parlais de donner vie au produit via des photos, via des vidéos. Si j'ai un site qui vend du service, voilà, par exemple le site de SEMJ, comment je peux rendre ça plus tangible? Tu peux avoir une vidéo qui présente ton service. Tu peux avoir des interviews de clients. Tu peux avoir voilà, ce genre de choses. Je dirais que c'est plus sur un système éditorial. Comment tu peux avoir des témoignages, des case studies de clients qui ont été satisfaits du service. Effectivement, ouais, le témoignage, c'est un bon moyen de rendre ça tangible. Une question qui concerne les tests UX, hein, split testing et A/B testing. Qu'est-ce que tu en penses? C'est indispensable. Et est-ce que tu as des plateformes voilà, à conseiller pour des PME? Je pense que Optimizely peut être une très bonne solution. Il y en a plein d'autres aussi sur le marché. Nous, c'est celle qu'on a choisie notamment pour le site Corporate Content Square. Et en toute transparence, on en lance de manière hebdomadaire afin de toujours optimiser des wordings sur des boutons, des entrées de menu, etc. Donc, en lancer plein. Ok. Top. Alors, on a encore on va dire les 2 dernières questions. On a encore le temps pour 2 questions. Alors, encore une question sur les dark patterns. Hein. Qu'en est-il des sites qui forcent la vente avec des mentions comme « Déjà 3 clients ont mis ce produit dans le panier », un peu à la booking.com et ce genre de choses? J'ai, entre guillemets, rien contre ça. Je pense que c'est à l'utilisateur ou au client de faire son choix. Et c'est justement via tous les éléments de réassurance, d'autres avis clients que vous allez fournir qu'ils vont prendre leur décision. Donc j'ai pas eu de retour client avec un impact négatif de ces mentions. En tout cas, c'est un choix plus marketing, technique de vente. Ouais, on est déjà peut-être plus dans la vente. Alors, on va prendre du coup la dernière question. Une ouverture vers le futur. Voilà. Le poste de rédacteur web n'est-il pas voué à devenir UX writer? Peut-il contribuer à améliorer l'UX et de quelle façon? Oui, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, les rédacteurs web ont de plus en plus ces contraintes, comme on disait, SEO en tête, peut-être pas encore assez UX. Je pense que dans certains cursus, des modules justement du X-Writing vont être ajoutés parce qu'aujourd'hui, c'est indéniable que ça fait une vraie différence de pouvoir fournir un contenu qui va être aussi bien performant pour le SEO que pour l'UX. Ouais, tu parlais de l'importance même de la microcopie et c'est des métiers très développés déjà aux États-Unis. Je me rends pas compte en France si on a déjà autant cette culture, mais c'est clairement en train d'arriver de plus en plus. Ouais. Bon, on n'aura pas le temps pour toutes les questions, mais évidemment, hein, vous pouvez nous contacter, l'équipe de CMJ, mais surtout Fanny. Merci encore à toi, Fanny, pour c'était très instructif sur ce tour d'horizon des pratiques UX. Si tu peux juste mettre la slide finale, Oui. comme ça, je peux annoncer la prochaine conférence qui sera sous forme de table ronde, enfin de workshop. L'IA dans le quotidien des équipes SEO et contenu, alors avec Mister Auto, GRDF et ID Kids.
Donc, ne loupez pas ça. Et puis, je rappelle, hein, l'offre du moment SMJ, un workspace supplémentaire avec le lien qui va vous être affiché dans le chat. Voilà. Eh bien, restez avec nous. Bonne journée. À ce soir pour le quiz, le grand quiz, Fanny. Et puis encore merci. À plus. Merci à tous.